pense qu'on est de niveau. Il faudrait. Alors, soit à ce moment-là, on revient à un animateur au niveau du BPGEPS et on revoit à la baisse les exigences par rapport à ce diplôme-là et on permet d'avoir une évolution en termes de qualification professionnelle et on va vers un DEGEPS qui là sera un petit peu plus exigeant et par contre, il faudra aussi qu'au niveau des salaires, ben, ça suive, parce que là, je ne suis pas sûre qu'au niveau des salaires, ça suive, au niveau des entreprises. Et du coup, là, il y aura certainement d'autres problématiques, quoi, après à réfléchir. Hein, là, moi, je réfléchis tout haut, mais en tout cas, il y aura d'autres problématiques qui arriveront sur lesquelles je pense que le groupe méthodologique, parce que moi, je suis à plusieurs cerveaux, on est plus fort, hein, mais je pense que c'est important qu'on fasse un groupe méthodologique de réflexion. C'est ce qui nous permettra peut-être d'avancer là-dessus au niveau du ministère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Moi, j'aimerais bien compléter. Ouais. En fait, au Crêpes de Strasbourg, on a une petite particularité que je vous ai entendu parler effectivement des associations entre les différentes options, mais à Strasbourg, on ne permet pas à des mono-options, donc des cours collectifs, hein, à l'option A, de s'inscrire tout seul. C'est-à-dire soit les combinaisons possibles, c'est soit effectivement les deux options, ou alors uniquement l'option haltéromuscu. Si bien que tous les stagiaires qu'on intègre, ils ont tous cette option haltéromusculation qui correspond à un volume de 600 heures. Et puis certains d'entre eux viennent chercher l'option cours collectif avec 123 heures en plus. C'est-à-dire, voilà, on a isolé en fait, comme si on avait un tronc commun de 600 heures, voilà, pour les deux options, et puis pour 121 heures en plus pour uniquement des cours dédiés à à l'option 1. Donc, c'est le montage un peu différent. Et du coup, vous imaginez bien ce volume commun, hein, commun aux deux options, qui correspond vraiment à quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal qui sont des activités qui sont totalement faisables par les deux. Hein. On a parlé du fonctionnel, on a parlé de tas d'activités qui sont parfaitement compatibles pour les deux options. Et ça fait, il y a guère que, aujourd'hui, ça représente un volume d'heures très important. Tout ce qui relève, effectivement, vous l'avez dit, du TRX, de la méthode, de toutes ces nouvelles pratiques, du yoga, du pilate, on a des initiations dans ce domaine-là, mais tout ce qui est fonctionnel, les small groups, on a aussi on a une initiation aussi au CrossFit. Et donc, même ça, c'est partagé, c'est en commun par les deux options. Voilà. Donc, stricto sensus, le cours co, l'option A, c'est 121 heures en plus de et là, on est vraiment sur le cours chorégraphié, comme on l'entend essentiellement dans l'UC4, clairement. Voilà. Mais là, je reviens sur vos contenus la manière pour moi, j'ai beaucoup de mal à dissocier quand même et à ventiler ce qui relève, que ce soit de l'une ou l'autre option, ce qui relève des fois de l'UC3 ou de l'UC4. Quelqu'un qui vient chercher l'UC4, par exemple, j'ai du mal à orienter des contenus strictement sur cette option, sur cette UC, et puis d'autres qui, pour moi, sont relativement. Quand on regarde les épreuves certificatives l'UC3 et l'UC4, on voit bien qu'il y a des contenus largement communs et qu'il est difficile de dissocier l'un de l'autre. Donc, ça, pour moi, c'est assez compliqué. Et le côté modulaire, hein, des gens qui viennent chercher des UC de manière isolée, c'est souvent très compliqué à construire un parcours de formation, voilà, en tenant compte de tout ça. Et puis, voilà, c'était pour juste mentionner un peu la particularité de notre montage. Et j'avais une autre chose en tête, mais là, pour le coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à intégrer justement des personnes sur des petits modules en plus de on va dire, la cohorte générale sur les BPAF? Pas du tout. Moi, je rejoins Marc. Je trouve que… Excuse-moi, Nicolas. Non, vas-y, je reviendrai après. Je trouve que il y a un doublon de compétences à valider sur les UC3 et 4. Donc, c'est très difficile de faire le distinguo entre l'une et l'autre. Voilà, on est sur parfois des compétences qui sont identiques. Hein, il suffit de lire les grilles. Donc, intégrer des personnes qui viendraient juste pour une UC, déjà
on n'en rencontre pas, nous, en fait, à part des stagiaires qui redoublent, qui ne valident pas une unité capitalisable. Et généralement, ce qu'on leur propose, c'est on les bascule sur une autre promotion. On a plusieurs formations au CREPS sur des calendriers différents, septembre à juin, donc année scolaire, ou janvier-décembre, année civile. Donc, quand il y a des échecs, par exemple, au mois de mai-juin sur les certifications, hop, on les bifurque sur la promo qui a démarré en janvier pour qu'ils puissent repasser des épreuves de certification sans avoir à attendre une année. Et pareil, pareil en sens inverse, quoi. Mais, et parfois, on les redirige vers les diplômes fédéraux qu'évoquait tout à l'heure Nicolas, parce que c'est plus facile, c'est moins onéreux et c'est plus rapide pour un stagiaire qui a raté l'UC4B d'aller valider son diplôme de coach altéro, ou s'il a raté l'UC3, parfois de passer son diplôme de muscu fonctionnel, quoi. Donc, moi, je ne discute pas les équivalences, quoi. Depuis plusieurs années, chaque fédération a fait le choix d'essayer de mettre en place le plus d'équivalence possible entre les diplômes pour essayer de favoriser l'accès à l'emploi ou l'accès au diplôme. Le constat, c'est que ça a appauvri le niveau de sortie des coachs sur le terrain. Mais maintenant, ça, on ne pourra plus faire marche arrière, me semble-t-il. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver des solutions pour faire au mieux avec l'existant. Alors, moi, je mets un bémol quand même. Ça dépend énormément de la structuration des diplômes. Parce que moi, je suis un gym de formation. L'équivalent du BF3, l'entraîneur fédéral de gym, donne l'équivalent de l'UC3 et de l'UC4 du DE. Quand vous passez l'entraîneur fédéral, vous passez exactement les mêmes épreuves que sur un DE. Donc, il y a vraiment, il n'y a pas de possibilité de déroger au niveau d'exigence qui est attendu. Moi, quand je regarde les maquettes qui ont été faites par la FFHA, mais en plus, ça part quand même d'un bon sentiment parce que je n'ai pas le même regard sur coach muscu, coach altéro, et puis même la filière fédérale, la filière BF1, BF2 classique, elle est vraiment de qualité. Hein. Mais je trouve que le coach muscu fonctionnel, il chante un peu déjà des diplômes fédéraux. Il n'y a pas d'alternance. Il ne faut pas oublier que les stagiaires, ils ont une vidéo à produire pour leur certification qu'ils envoient qui fait 2 minutes. On ne sait pas si c'est dans un club, on ne sait pas si c'est dans leur garage. Enfin, ça met une vilaine concurrence et effectivement, je te rejoins, ça appauvrit nos diplômes. On a, nous, le souci avec des athlètes de l'haltéro qui ont plusieurs équivalences et on se rend compte que leur niveau de pratique pose souci finalement après quand ils se retrouvent dans le milieu professionnel. Alors moi, je vous fais le retour d'un collègue qui est responsable du DE, haltérophilie musculation force athlétique. Quand vous avez le coach haltéro, vous avez l'UC4B du BPAF, et quand vous avez le BPAF option B, vous avez l'UC4 du DE. Donc lui, il voit des candidats arriver en DE1, DEGEPS, un perfectionnement sportif, qui sont tout juste capables d'arracher 50% de leur poids de corps et qui n'ont mais aucune connaissance du répertoire gestuel de l'haltéro en DE1. Alors, le marché du DE, il est très faible, hein, ils n'en fournissent pas énormément, mais par ce biais des équivalences, des gens ils ne peuvent pas s'en plaindre. Ils ne peuvent pas s'en plaindre, la Fédé d'haltéro, parce que c'est eux qui ont voulu ça. Donc, ils ne peuvent pas se plaindre d'avoir des candidats au DEGEPS qui n'ont pas un niveau technique requis, puisque c'est eux qui ont voulu, eux comme plein d'autres fédés. Hein. Moi, je suis issu, donc la gym, c'est peut-être un cas à part. Moi, je suis issu de l'escrime. On a une fédé qui a fait un jeu d'équivalence complètement ahurissant aussi, avec des candidats qui n'avaient jamais pris une arme en main et qui arrivaient sur le DEGEPS de la même manière. Mais ces fédérations-là ne peuvent pas s'en plaindre du niveau technique des candidats attendus sur un DE, puisque ce sont ces fédérations-là qui ont voulu favoriser l'employabilité, l'accès au métier en mettant en place ces équivalences dans tous les sens. Donc, après, je ne sais pas si c'est les fédés, je suis d'accord, hein, je ne pense pas qu'elles s'en plaignent, c'est plutôt nous qui nous en plaignons. Hein, donc. Oui. Parce qu'on se retrouve en fait avec une fausse concurrence, et ça rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure par rapport aux OF privés. En gros, on choisit aussi l'OF en fonction de celui vers lequel on est le plus sûr d'avoir un diplôme et pas forcément les compétences et les prérogatives réelles qui vont avec. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai. Mon collègue Olivier pourrait en témoigner, parce que nous, on a quand même 18 organismes de formation, ou 17 maintenant, Olivier, habilités en Ile-de-France. Donc, ça fait beaucoup d'OF privés. Et il y a quand même une réputation qui existe sur le terrain, quoi. Ça veut dire les stagiaires qui viennent, il y a 3-4 organismes de formation qui se situent dans le haut du panier, dont nous faisons partie. Et nous, on a beaucoup de stagiaires qui viennent délibérément, sachant qu'il y a un contenu derrière. Parce que sinon, il y a aussi des formations en Ile-de-France où effectivement,
Tout à l'heure, on parlait d'équité entre candidats, d'attente, d'exigence à la fin du diplôme. On a des formateurs qui interviennent chez nous et qui interviennent dans des OF privés. Donc, on a des échos très précis de ce qui se passe dans certains OF. Mais vous seriez effarés, quoi. C'est vraiment de la distribution de diplômes, quoi. Ah mais je te rejoins. En plus, et je ne mets pas tous les OF privés dans le même sac, mais après, tu vois, il y a aussi des pratiques, on en avait parlé, je m'en rappelle, pendant le confinement sur l'aménagement en contrôle continu, où quand tu avais été évoqué le fait que ce soit le tuteur et un enseignant de l'UC qui évalue le candidat, moi j'avais dit, nous, dans notre DR, par exemple, par souci d'objectivité, d'équité, on essaye que le jury soit le plus neutre possible. Et une collègue de la DR de Normandie avait dit que c'était monnaie courante depuis des années pour certains OF privés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'évaluateurs. Et là, je pense que tous ceux qui sont sur un format de certif septembre à juin sont en plein dans les certifs. Trouver des évaluateurs, mais c'est la croix et la bannière. Et effectivement, avoir un tuteur et un collègue qui se déplacent, ça va beaucoup plus vite. Donc, peut-être qu'on peut faire le lien avec le tutorat. C'est ce que j'allais proposer, ouais. Qu'on bascule un petit peu. Est-ce que toutes ces remarques sur les contenus, etc., elles sont partagées par les équipes tutorales avec lesquelles vous travaillez? Et comment après vous arrivez à gérer, à les recruter pour qu'ils répondent vraiment à ces attentes-là? Les équipes pardon. Alors, effectivement, je commencerai là-dessus en disant que pour moi, équipe tutorale, c'est bien le mot aujourd'hui quand je dis équipe tutorale, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de structures ont du mal à nommer un tuteur, quelqu'un qui va être plus à même de suivre un stagiaire et qu'on se retrouve avec souvent une nébuleuse dans une structure de personnes. C'est souvent d'ailleurs le responsable de structure qui se retrouve un peu en tête de pont, mais sans avoir un interlocuteur souvent nommé et vraiment dont le tutorat est vraiment une activité isolée et identifiée et pour laquelle il va être effectivement missionné. Donc on est dans une nébuleuse, pour moi, de plus en plus, avec des gens qui ne sont pas toujours identifiés, ou alors, pire que ça, des tuteurs, enfin pire que ça, non, des tuteurs qui vont et viennent. C'est-à-dire, effectivement, comme vous avez, on a de plus en plus de travailleurs indépendants qui font 6-8 heures par semaine dans une structure et qui se retrouvent parachutés tuteurs sans pour autant que soit prévu dans leur contrat 1 heure ou 2 heures dévolues au tutorat du stagiaire. Donc ça, c'est un souci vraiment réel. Et puis, on est souvent au pied du mur un peu, parce qu'on a le CFA, nous, qui devance un peu tout ce qui est recherche de structure. Et quand on arrive souvent à 1 ou 2 mois avant la formation, on se rend compte que des contrats ont été signés avec effectivement des manquements assez flagrants sur les capacités du tuteur désigné pour réaliser le tutorat dans de bonnes conditions. C'est souvent l'absence ou, par exemple, un tuteur uniquement diplômé dans l'option haltéromuscu et qui va devoir tutorer un stagiaire sur la double option. Des cas comme ça qui remettent complètement en question la capacité pour le stagiaire à faire une alternance dans de bonnes conditions. Donc, pareil, toucher un tuteur, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne répondent pas aux sollicitations, qui refusent même, des fois, qu'on aille les visiter. C'est-à-dire, on a du mal aussi. Moi, je fais j'organise une réunion de tuteurs en début d'année, mais sur 20 stagiaires, il y a peut-être 3 ou 4 tuteurs qui sont là, présents. Voilà. Donc, c'est très difficile de les toucher. Et c'est vrai que quand on regarde les autres diplômes, que ce soit la N ou l'APT, c'est plutôt les 3 quarts des tuteurs qui sont souvent présents sur ces réunions. C'est une caractéristique de l'AF, 3, 4, voilà. Et puis, sinon, quand on regarde un peu l'exigence souvent que les structures ont les exigences qu'ils ont sur les activités d'un stagiaire, on se rend compte que des fois, eh bien, derrière, en toile de fond, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'accueil, qui fait. Donc, on essaye de suivre exactement l'activité qui réalise en termes de suivi mensuel. Mais quand vous avez un stagiaire qui qui fait 60 à 70 heures d'accueil par mois, surtout en début d'année, c'est compliqué
de mettre en relation les contenus et les apports, enfin ce qu'il apprend au CREPS avec la réalité du terrain, on estime qu'il n'est pas encore, qu'il n'est pas apte à pouvoir, comment rentrer en fonction ou commencer à co-animer dans la structure. A fortiori, c'est normal puisqu'il est, il est dévolu à l'accueil. Et avant qu'il passe effectivement dans la salle et dans les activités au cœur de métier, il se passe des fois 3-4 mois, et c'est avec beaucoup d'insistance des fois qu'il faut qu'on y arrive. Mais pour moi, c'est le problème majeur, c'est effectivement c'est de ce côté-là. Et là, je dirais que quelle que soit la structure aujourd'hui, c'est-à-dire quelle que soit la structure, c'est-à-dire il y a des structures familiales dans lesquelles je connais ce souci, d'autres low cost, c'est vrai que c'est compliqué, on dissuade souvent les stagiaires dans certaines salles finalement de rechercher l'alternance, mais je dirais qu'il y a des choses, on ne peut pas définir un profil type, je trouve, de structure où le stagiaire serait plus ou moins bien accueilli et plus ou moins bien baigné dans les conditions idéales d'alternance. Je crois qu'il n'y a pas un profil de salle, c'est plutôt la connaissance qu'on a individuellement de chaque salle qui fait la qualité de l'alternance. Voilà. Et le degré de proximité des tuteurs et d'ancienneté aussi dans la salle qui fait la qualité du tutorat avant tout. Voilà. Et la conception qu'a le responsable de structure de ce que c'est que le tutorat. S'il est prêt effectivement à déléguer des heures de travail de ses employés pour suivre le stagiaire. Et ça, c'est de plus en plus compliqué. On a également, nous, pour un peu compléter, on constate des clubs sportifs, des clubs de sport co qui recrutent des apprentis AF avec une pratique orientée vers monovalente et qui nous semble être souvent loin de la réalité des métiers de la forme. Alors, c'est de la préparation physique du club de rugby avec je vais faire du fitness aux femmes des rugbyman, etc. Je ne sais pas si vous avez des choses comme ça qui se passent dans vos régions. Alors, nous, cette année, on a eu le problème sur les problématiques de structure dans nos conventions de stage. On a quand même pas mal d'articles qui cadrent un petit peu comment ça doit se passer. Ensuite, nous, on est une petite région, il y a 5 OF, on a des petites promos. Moi, je sais que tous les ans, sauf les années Covid, je vais visiter tous les stagiaires dans leur structure, et même des stagiaires qui ont 4 structures. Donc ça, du coup, j'ai pas. Et puis, c'est tellement petit, à la limite, qu'on se connaît tous. Donc ça, du coup, sur les réunions de début d'année avec le jury, il y a même des fois le collègue CTS Altero nous dit non, mais lui, c'est pas là-dedans qu'il faut qu'il aille, il vaudrait mieux chercher ailleurs. Donc là, pour le coup, on a quand même une sécurité et un regard, mais du fait qu'on soit une petite région avec peu d'OF et surtout peu de stagiaires. Donc ça, c'est pas généralisable à Rémi, par exemple, sur Paris. Pour moi, je vois pas comment ça se serait viable chez eux. Ensuite, sur les tuteurs, nous, la majorité sont encore des BEMF, des ACUMES, voire même des ACPC, qui se plaignent du niveau très faible des candidats, mais qui dépassent quand même vite ça. Les nouveaux coachs, entre guillemets, qui sont BPAF, AG2F, c'est des gens qui sont sur les box de CrossFit, on en a de plus en plus. Pour le coup, le suivi se fait relativement bien parce que nous, du coup, on a de moins en moins aussi de structures traditionnelles. Ensuite, lors du positionnement, on a quand même des candidats dont on sait qu'eux auront un besoin en accompagnement qui sera moindre que d'autres, et auquel cas, cela, on ne va pas avoir d'état d'âme à les envoyer vers des structures qui sont peut-être un peu plus light sur le suivi, alors que ceux dont on sait qu'ils auront besoin d'être accompagnés, notamment les tout jeunes qui ont peu de niveau de pratique, on évite de les envoyer vers des salles où on sait qu'en gros, ils vont être considérés comme de la main-d'œuvre low cost. Après, par rapport à la partie tutorat, nous, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est problématique. On a un livret du tuteur, un livret du stagiaire dans lequel il y a tout qui est cadré. Et ensuite, c'est notre format de formation. On n'est pas sur un format où ils sont 2 jours et demi en structure, 2 jours et demi dans leur alternance. Nous, il y a une grosse période qui dure 1 mois et demi pendant laquelle ils sont chez nous. Du coup, les structures ne peuvent pas les considérer d'emblée comme étant indispensables. Donc, quand ils viennent, c'est toujours en doublon. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais nous, pour le coup, la partie tutorat et la partie structure, elle est relativement agréable à gérer et confortable. Le gros problème, c'est de trouver des évaluateurs. Ça, alors là, c'est sur la certification du C3. Je vais témoigner de la manière dont ça se passe
en Île-de-France. Donc, effectivement, il y a des problématiques territoriales qui ne sont pas les mêmes. Nous, on peut pas connaître, moi, je ne peux pas connaître toutes les salles parce qu'il y en a qui se créent chaque année. Et il y en a des centaines et des centaines. Donc, c'est traité au cas par cas, mais c'est vraiment, pour moi, l'aspect sans doute le plus important de leur année de formation. Et c'est ce sur quoi je consacre le plus d'énergie et de concentration avant le début de la formation. Donc, avec le temps, maintenant, ça fait 12 ans que je fais ça, il y a quand même un réseau de structures qu'on commence à bien connaître. Mais malgré tout, chaque année, j'ai au moins un tiers au minimum de stagiaires qui sont dans des salles que je ne connais pas. Donc, il y a un gros travail de communication à faire avec ces structures-là. Donc, moi, je me déplace aussi, hein, comme toi, Nicolas, même si on a des promos d'une vingtaine de stagiaires, je me déplace dans chaque structure. Alors, ceux qui sont dans des structures que je connais bien, j'y vais pas prioritairement. Mais ce que je fais de plus en plus souvent, c'est que je me déplace avant que le stagiaire signe sa convention d'alternance dans la structure que je ne connais pas. Donc, la période des fois juillet-août, là, juin, juillet, août, où c'est un peu plus creux pour nous, je me déplace dans les structures et je vais expliquer ce qu'est une année de formation BPAF et je pose la question de ce que met en place la structure en termes de tutorat. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais derrière, quand il y a des problèmes, ça me permet quand même de repartir d'une visite et de points qui ont été abordés oralement. Maintenant, c'est très difficile d'impliquer les tuteurs. Moi, un des biais que j'ai trouvé ou un des axes que j'ai trouvé, c'est que quand il y a un tuteur que je sens investi dans sa fonction tutorale, je lui propose d'intégrer nos équipes d'experts UC3, UC4. Donc, par ce biais-là, c'est un aspect qui peut les motiver, hein, et qu'ils sont aussi rémunérés quand ils font des expertises, pas pour évaluer leurs stagiaires, bien sûr, mais pour évaluer des stagiaires d'autres promos. Les réunions, ça n'a jamais marché. Maintenant, je fais des réunions Zoom que je cale à 14h30, qui est généralement le temps creux après le pic du midi. Ça marche un peu mieux, mais rien ne remplace la visite en vrai, en présentiel, pour discuter avec le gérant et avec le tuteur. Nous aussi, maintenant, on a inclus une première période où ils sont à temps plein au CREPS, les 5-6 premières semaines de leur formation. Donc, comme toi, Nicolas, en fait, les structures ne peuvent pas utiliser, entre guillemets, ou mettre en responsabilité le stagiaire sur le début de l'année parce qu'en fait, ils sont uniquement au CREPS. Le statut ne me dérange pas du tout, moi. On parle de statut de salarié ou de statut d'auto-entrepreneur. Avant, dans nos conventions d'alternance, il était stipulé que le tuteur devait être salarié. Et j'ai supprimé ça il y a 2-3 ans parce qu'en fin de compte, ce n'était jamais la réalité. Donc, en fin de compte, les structures de remise en forme, en tout cas en Île-de-France, il y en a peut-être 30% qui proposent des contrats. La grande majorité fonctionne avec des auto-entrepreneurs. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où le tuteur il veut s'impliquer, qu'il soit salarié ou auto-entrepreneur. Ce que je demande, c'est qu'il soit à minima présent au moins une fois, 2 fois par semaine, sur des temps où le stagiaire est présent dans la salle pour pouvoir l'accompagner sur le métier, répondre aux questions s'il y a des questions, l'observer, faire des retours. Mais je ne demande pas à ce que le tuteur soit là sur tous les créneaux du stagiaire parce que c'est irréalisable. Donc, je demande 1 à 2 créneaux par semaine où le stagiaire il sait qu'il va pouvoir voir son tuteur. Et puis, je parle de personnes ressources. Parce que généralement, la réalité aussi d'un accompagnement, c'est que le stagiaire, il est accompagné par 3, 4, 5 coachs différents. Parce que sur les concepts Les Mills qu'on a évoqués, il va avoir le prof de RPM ou le super prof de Body Attack de sa salle qui va l'accompagner sur le cours de RPM et de Body Attack. Et il va avoir le coach de cross-training qui va l'accompagner peut-être un peu plus sur les mouvements d'arraché, d'épaulé jeté. Il va avoir la super prof de yoga qui va l'accompagner sur cette spécialité-là. Donc, et moi, je considère que c'est une richesse qu'il ait plusieurs personnes ressources dans son club, le stagiaire. Donc, un tuteur référent qui est mon interlocuteur à moi, mais une richesse à avoir plusieurs personnes ressources, souvent spécialisées dans un domaine, qui vont pouvoir accompagner le stagiaire aussi sur les temps où il est présent au club. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec le statut. En fait, pour moi, ce n'est pas une question de statut, c'est une question d'implication et de volonté du tuteur de former le stagiaire. Et encore une fois, le seul biais, nous, la direction régionale nous autorise à inscrire sur les listes d'experts des personnes à partir du moment où elles ont 2 ans d'expérience. Quand je vois qu'il y a une implication ou une appétence à être tuteur, je propose à ces personnes-là d'intégrer nos listes d'experts. Voilà, ça donne un peu à manger, si je puis dire, aux tuteurs, mais voilà comment on procède.
qui concerne les experts, en Ile-de-France, on a fait une liste d'experts. On en a 350. Donc, chaque OF a présenté un petit peu ses experts et on les a validés au niveau régional, ce qui fait que ça fait une liste pour aller piocher pour chaque OF, quoi. Donc, on a des experts qui vont dans plusieurs OF. Il y a une liste régionale. Et c'est vrai que, on tape souvent dans nos anciens stagiaires. Ah, aussi, oui. Après, il faut les former, quoi. Le problème, c'est la formation des experts pour leur posture, quoi. Nous, Olivier, on sait comment on fonctionne. Non, mais on sait qu'on travaille ensemble, mais je parle d'autres OF, quoi. Parce que... Nous, généralement, j'en témoigne parce que c'est vraiment une bonne idée. C'était une de mes collègues qui l'avait fait en premier et puis on a dupliqué ça sur toutes nos formations. Mais nos meilleurs stagiaires, ceux qui sortent brillants de leur année de formation, on leur propose l'année d'après de parrainer un stagiaire de l'année N+1. Et on fait ça pendant 2 ans. Et le parrainer, c'est quoi? C'est le parrainer sur la préparation de l'UC1 et 2, par exemple, ou d'autres parrains sur la préparation de l'UC3, qui leur font passer des euros blancs sur leur temps de disponibilité commun. Et ça, c'est une première étape pour former, entre guillemets, les meilleurs de nos stagiaires pendant 2 années à l'accompagnement d'un stagiaire. Et on les fait venir en parallèle sur les évaluations formatives. On les fait venir, ils acceptent tous volontiers de le faire gratuitement sur leur temps libre. Ils viennent et ils assistent aux évaluations formatives avec les experts. Je ne parle pas des épreuves de certification, je parle des évaluations formatives. Et on les met en binôme comme ça sur les différentes épreuves durant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on les inscrit sur la liste d'experts. Voilà, on les a formés petit à petit aux différentes évaluations formatives, UC1-2, UC3, UC4, ce qui leur permet d'avoir la formation théorique sur la posture d'un expert à avoir, le questionnement à mettre en place et ainsi de suite, mais de l'avoir en pratique aussi sur les évaluations formatives. Et donc, ça nous permet de renouveler assez régulièrement nos experts et de faire appel à des gens qui connaissent très bien la maison, qui connaissent bien les exigences du diplôme et on ne se retrouve pas avec des disparités énormes entre les exigences d'un expert avec les exigences d'un autre. Voilà. Alors nous, ça, c'est des choses qui sont mises en place où justement nos stagiaires qui sont plutôt brillants sur les années précédentes viennent se faire la main sur certaines certifs. Alors pas forcément en tant que certificateur, hein, mais ils viennent assister à des certifs, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais rebondir sur la question qu'avait posée Frédéric Imbert là, sur les stagiaires qui de plus en plus se retrouvent dans un club de foot sur des statuts de préparateur physique. Alors nous, on a le cas cette année, c'est la première fois que ça se produit. Le stagiaire, il a démarché toutes les salles de sa région, Châteauroux pour le coup. Il n'a trouvé personne. C'était quelqu'un qui était déjà titulaire d'un BP activité physique pour tous et d'un diplôme de sport santé et qui est joueur de foot. Donc lui, il fait son stage à la Berrichonne de Châteauroux, donc un club qui joue en Ligue 2. Il est sur tout ce qui est musculation, préparation physique de l'équipe réserve. Donc il arrive quand même à cibler des niveaux d'attente qui sont relativement intéressants. Après, il passe à côté en partie de certains champs du métier. D'un autre côté, qu'est-ce qui vaut mieux? En gros, une structure qui réponde à toutes les cases, mais là, auquel cas, le stagiaire, il ne peut pas faire sa formation, ou une structure qui est peut-être un peu moins adaptée, mais qui permet quand même au stagiaire de faire son alternance. C'est pas forcément évident. Après, je te rejoins sur l'équipe tutorale. Nous, souvent, il y a même des structures, quand nos stagiaires sont sur 2 ou 3 structures, on en a même un cette année qui est sur 4 structures, en gros, c'est un prête-nom. Par contre, il y a toute l'équipe autour, où il y a le SPE Altéro qui s'en occupe. Ça marche très, très bien. Et ça permet aussi d'avoir sous le coude des gens qui sont évaluateurs potentiels pour d'autres stagiaires. Vous en avez beaucoup, vous, des candidats qui viennent et qui se retrouvent juste sur des aspects préparation physique et qui, du coup, sont que dans des clubs de sport. Parce que nous, sur rugby, foot et éventuellement judo, des sports où il y a une grosse valence de préparation physique muscu, ça commence à arriver. Non, nous, on n'en a pas énormément, mais on en a parfois. Alors, la règle générale, mais je pense que c'est toi qui réponds correctement à la question, quoi. C'est du cas par cas et ça dépend du projet professionnel de la personne. De toute manière, le champ du diplôme, il est tellement vaste entre la préparation physique, l'haltérophilie, le personal training. Et dans le personal training, on peut peut-être même se spécialiser pour les femmes, pour les personnes en surpoids, pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, il y a un champ tellement vaste de choses qu'on peut faire avec ce diplôme que si on peut coller un peu au projet professionnel du candidat, pourquoi pas. Mais nous, la règle générale que l'on donne, c'est
vous devez trouver une structure qui puisse vous faire intervenir dans un panel suffisamment diversifié qui couvre l'ensemble des domaines que l'on doit vous apprendre avec l'ensemble des compétences à acquérir. Donc, ça ne peut pas être trop spécifique. Mais comme toi, on a eu un petit jeune Parcoursup qui était en équipe pro de hand, qui voulait absolument faire son alternance dans son club, dont j'ai eu l'entraîneur et le préparateur physique au téléphone et qui l'ont accompagné très bien. Donc voilà, c'est assez réducteur, ça couvre pas l'ensemble des publics peut-être auxquels on doit les former. Mais bon, quand on a un crossfitter qui fait son alternance dans une salle de crossfit, et généralement d'ailleurs, nous, les expériences sont plutôt très positives dans les salles de crossfit. Mes stagiaires sont souvent très bien accompagnés dans les salles de crossfit. Donc, c'est très spécifique aussi, mais si c'est leur projet professionnel, finalement, pourquoi pas, quoi. Ça ne me dérange pas, moi. Sur les crossfitters, non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus, nous, le réseau de boxe qu'on a autour de chez nous, il est quand même plutôt bien fait. Puis il y en a certains, c'est des anciens stagiaires, donc ils viennent témoigner un peu de leur expérience, comment ils ont monté leur structure, etc. On les met en garde quand même, en leur disant que voilà, tout l'aspect machine guidée, ça, ils ne vont pas forcément le retrouver. Parce qu'en plus, nous, cette mise en garde, elle est faite par rapport aux critères qu'on a sur les certifications. C'est-à-dire que nous, sur l'UC4B, ils tirent des sujets au sort et quasiment pour chaque item, ils doivent mettre en œuvre un exercice au poids de corps, un exercice en barre libre, machine guidée, etc. Donc ceux qui sont que sur les box CrossFit passent un petit peu à côté de ça. Après, ils compensent soit en ayant une deuxième structure, soit au contraire, en se formant pendant la partie cours en présentiel au CREPS avec les autres collègues et les autres stagiaires comme public support. Ouais, je sais pas, moi je me questionne, pour moi, dans les échanges qu'on a là, on est d'accord pour dire que le BPAF, c'est un diplôme quand même qui reste généraliste, en tout cas pour l'instant. Et le fait de positionner des apprenants sur des structures vraiment monovalentes avec, je veux dire, un club de foot et une typologie, les footeux, hein, même s'il y a un attaquant et un défenseur, ils ont quand même une typologie particulière. Pour moi, c'est fermer complètement l'étau des champs des possibles et des activités à encadrer. Le BPAF, ça reste un diplôme d'animateur de séquence avec plusieurs publics, sans rentrer dans la spécialisation. Pour moi, il ne faut pas prendre la place du DU, préparateur physique, il ne faut pas prendre la place. Quand si on joint les constats qu'on a fait au début avec la baisse du niveau et là, ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire, pour moi, un préparateur physique, c'est d'un niveau bac+3 et du coup, voilà, ça demande un backup qui est beaucoup plus important et que le BPAF peut être juste le démarrage. Mais faire croire à un jeune qu'il va être préparateur physique d'une équipe de tel niveau en foot, moi, j'y crois pas en fait. Moi, je veux pas vendre ça, je veux pas vendre ça aux jeunes. Quoi. Je te rejoins, nous, on leur vend pas du rêve en leur disant que tu vas être préparateur physique en Ligue 1. La seule chose, c'est que nous, le stagiaire, il avait déjà un vécu sur un BPAPT qu'il avait eu il y a 8 ans. Donc, il avait quand même déjà un peu de bagage sur d'autres publics. En plus, il aurait tout à fait pu continuer à faire des choses qui relevaient plus des prérogatives du BPAF. Mais vu qu'avec son BPAPT, il peut déjà les faire, lui, à la limite, il a eu la démarche de venir augmenter et gagner en compétences. Donc ça, on l'a pris aussi pour ça. Ensuite, il ne faut pas oublier que le DU de préparateur physique, il n'a quand même aucune prérogative professionnelle si on n'a que ça. Hein. Le seul la seule diplôme à l'heure actuelle qui permet de faire de la préparation physique, hormis les diplômes du champ STAPS, la licence entraînement, et encore qui sont inventés par les prérogatives du diplôme, c'est le BPAF. Hein. Justement, c'est qu'une base en fait, le BPAF, c'est que le début de leur carrière. Donc en plus, oui, mais on est tous d'accord, Myriam. Je pense que Nicolas, c'est un cas particulier. Ouais. On évoquait un cas particulier sur le fait de peut-être pas restreindre complètement sur des cas particuliers comme ça, mais on est tous d'accord, je pense, pour dire que le BPAF, c'est un niveau de base qui doit leur permettre derrière d'aller exercer un métier ou de toute manière, ils vont se spécialiser. Donc, qu'après, ils complémentent ça avec un DU de préparation physique ou avec un diplôme autre, d'ailleurs, reconnu ou non, mais qui va leur apporter une spécificité dans un domaine. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Juste de l'anecdote, le Pôle France badminton jeune du CREF de Strasbourg a recruté un BPAF pour encadrer les licences de musculation du pôle, des joueurs du pôle. Donc, c'est pas lui qui fait la planif et tout, puisque là, c'est. Ils n'ont pas peur. Voilà, c'est pas un prep physique, mais tout ce qui grande partie des séances en salle de musculation sont encadrées par un BPAF.
Pôle France. Non, Ouais. enfin, on constate. Bonne chance. Enfin, moi, je voulais mettre en avant certaines dérives. Hein. Après, je ne doute pas que ça puisse être encadré, régulé. Nous, on voit quand même des dérives où c'est plutôt, à certains moments, presque un emploi de sportif de haut niveau déguisé, quoi. T'es rugbyman ou footeux, on te prend en apprentissage, tu vas encadrer sur la F, mais loin des prérogatives et loin du champ de compétences, mais du coup, ça nous permet de te filer un salaire pour que tu puisses jouer dans l'équipe. Ça existe aussi, oui. J'ai vu qu'il y a Angélica qui nous a rejoint, je ne sais pas si tu nous entends, Angélica, qui est de la direction des sports. Angélica, avant que tu arrives, il y a eu plusieurs sujets d'évoquer sur des problèmes rencontrés par les collègues et on évoquait l'importance que ça puisse être entendu par la direction des sports. Alors moi, je suis arrivé en cours de route parce que j'étais avec toi ce matin, comme tu le sais. Donc, si je ne sais pas qui veut se faire le porte-parole de ce qui a pu être soulevé juste avant que j'arrive. Rémi, non, peut-être, qui n'a pas mis son micro. Je veux bien. Donc, de tout ce qui s'est dit depuis que. Peut-être pas tout, mais une synthèse. On ne va pas refaire la réunion, mais une synthèse que je sois entendu. La nécessité peut-être de faire évoluer le diplôme. Ça, c'est, je pense, un des aspects forts. Parce qu'on constate un décalage entre le diplôme, les textes, les épreuves de certification et la réalité du métier. Donc ça, c'est le premier point qu'on a évoqué. Soit en lien avec l'inspecteur coordonnateur s'il existe toujours et s'il effectue toujours cette tâche-là, soit par le biais de groupes de travail qui seraient motivés pour faire évoluer le diplôme. Ensuite, on a parlé peut-être de la nécessité de clarifier ou d'harmoniser aussi les épreuves de certification. Quand on parle du C4A, démonstration technique sur du cardio-chorégraphié, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans. Voilà, donc ça rejoint le premier point, mais il y a une nécessité peut-être à clarifier tout ça. On a parlé de la difficulté de construire des parcours de formation cohérents au regard des diplômes qui existent et qui admettent en équivalence toute ou partie des unités capitalisables du diplôme. Si on compare les contenus d'un diplôme de coach altéro qui donne en équivalence l'UC4B par exemple avec les contenus de l'UC4B d'un BPAF, voilà, donc la difficulté de construire des parcours de formation parfois avec des équivalences qui paraissent pas toujours très cohérentes en termes de contenu et de volume horaire ou d'exigence de certification. Et puis, je pense que pour le reste, on a parlé de la fonction tutorale, mais plutôt, ça concernait plutôt des échanges de pratiques. On a parlé des TEP aussi, l'exigence des TEP, notamment pour l'option A. On a parlé des TEP, ouais, ça rejoint le premier point sur l'évolution peut-être du diplôme, mais du constat qu'il y a de moins en moins de personnes qui se dirigent vers l'option A. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir deux options distinctes ou est-ce qu'on ne reviendrait pas à un diplôme comme le BEMF avec des compétences à encadrer un groupe aussi bien sur de la musculation que des cours collectifs? Et la porte d'entrée du métier par le biais de la pratique du STEP ne paraît plus appropriée et plutôt en décalage avec la réalité des salles. Voilà un bref résumé qui peut être complété si vous le souhaitez. Oui, ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a des compléments, des oublis? Bien noté. Merci Rémi, en tout cas. C'est bien. Bon, tu as une bonne note, ouais. Rémi, c'est bien. Walid. C'est noté. Je fais l'intermédiaire auprès des collègues concernés. Et puis je verrai qui était là éventuellement pour qu'elle puisse, si c'est possible, prendre contact, échanger avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres points là? Avec Voilà, plaisir. Il y a d'autres points que vous souhaitez voir évoqués, oui. Sur les certifications, est-ce qu'on évoque un petit peu les niveaux d'exigence, niveau d'attente? En plus, je pense qu'on va tous arriver un peu dans cette période. Vas-y, Nicolas, oui. Alors, nous, sur la région Centre-Val de Loire, pour chaque item de chaque option, on a des sujets types qui sont tirés au sort. Donc, en cours ça va être en renfort musculaire avec un niveau ciblé et puis une thématique. Ça peut être coordination haut-bas ou au contraire sur du renfort plus de la chaîne antérieure pour du débutant sur le travail d'abdominaux. Voilà, il y a plusieurs sujets disponibles. Les candidats les tirent au sort, ils ont 40 minutes pour les préparer.
Et sur l'option muscu, les 20 minutes haltéro et les 20 minutes muscu, elles sont cadrées autour de thématiques comme travailler la position de réception à l'arraché, présenter une séance développant l'explosivité, etc., avec à chaque fois un cadrage sur ce qui est à utiliser pour mettre en avant les compétences qu'on attend d'un BPAF, donc l'utilisation d'un appareil cardio, de barres libres, etc., en fonction de l'option. Voilà. La seule chose où ça présente ses limites, c'est sur l'option cours collectif. Là, cette année, par exemple, moi, j'ai que 6 candidats en option cours collectif, donc j'ai même pas assez de personnes en UC4 pour que les gens soient public support. Donc, je suis obligé de faire venir des gens de l'extérieur. Et là, pour le coup, je suis dans l'incapacité de pouvoir proposer à la même heure 7 personnes qui ont un niveau avancé, 7 personnes débutantes, 7 personnes ceci. C'est la seule limite de ça. Après, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'UC3 et l'UC4, il n'y a pas un cheveu en termes de différence. La seule chose, c'est que c'est vraiment dans le cadre de la structure sur l'UC3 et que sur l'UC4B et sur l'UC4A, c'est externalisé, pardon. Et voilà. Mais autrement, je ne vois pas trop de... Ça faciliterait grandement la tâche. On avait pensé avec le collègue CTS de faire un centre d'examen avec plusieurs OF qui viendraient au même moment. Le seul problème, c'est que vu que les calendriers ne sont pas du tout les mêmes en fonction des OF, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc... Si je peux témoigner un petit peu sur la région Bretagne et Normandie pour les connaître, un petit peu PACA. Sur les C3, là, en fait, la discrimination entre la 3 et la 4, la 3, c'est la pédagogie, ce qu'on appelle, nous, du coup, la pédagogie de base. C'est-à-dire que sur l'UC3, ils sont effectivement évalués en structure sur leur site d'alternance sur des items qui sont liés à la sécurité, à l'animation et à la mise en progression relative. Alors que sur l'UC4, on va être sur la technique, en fait. Les aspects de démo technique, les aspects de montée technique pour le public, montée en compétences techniques, les aspects de correction technique et les aspects de niveau expert, avancé expert, alors que sur l'UC3, on est sur un niveau débutant. En fait, ça s'est sectorisé comme ça sur la Bretagne. Et juste pour l'anecdote aussi, en Bretagne, on n'a pas du tout de problème de recrutement sur l'option A, puisqu'on a une majorité de personnes qui font l'option A pour une minorité d'option B, même si c'est en train de monter, c'est en train de... Nous, on a plutôt un problème pour autant de mixité. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de filles dans les cours, mais on a beaucoup de gars qui veulent bien faire du cours co. Donc voilà, c'est une peut-être particularité bretonne, je ne sais pas. Alors moi, tu vois, je me fais pas l'avocat du diable, hein, mais par exemple, quand on me parle de sécurité, ça, je ne remets pas en cause, mais les connaissances en anatomie, pour moi, c'est de la sécurité. Et pourtant, c'est plus le cœur du questionnement qu'on va retrouver en UC4. Il y a des temps de récup, à un moment donné, si tu ne connais pas cette approche physio, tu seras largué sur des aspects sécuritaires aussi. Et de l'autre, sur le niveau, à partir du moment où il y a des sujets sur le développement des qualités physiques, tu commences quand même à chercher le développement des qualités physiques sur des publics qui sont quand même plutôt experts. L'explosivité, la force max, c'est quand même pas dédié au clampin moyen qui vient de prendre sa carte dans une salle. C'est pour ça que moi, je trouve que ça se mélange beaucoup. Après, pour le coup, en UC3, on voit vraiment le stagiaire dans, je vais dire son habitat naturel, pas l'habitat naturel, mais dans sa structure. Là, on le voit évoluer, il interagit, c'est beaucoup moins artificiel que l'UC4. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas aussi valider différentes modalités qui éviteraient de refaire une énième UC4? Je vois sur le BPAN, par exemple, ils refont une épreuve de sauvetage alors qu'ils ont déjà le BNSSA, et en gros, ils ont un écrit et puis une démo technique. Est-ce que nous, sur la F, ça ne pourrait pas se limiter à ça en UC4 et avoir quelque chose de beaucoup plus poussé sur l'UC3? Nous, le problème, c'est qu'on a de la péda dans les deux. C'est ça qui crée, entre guillemets, je pense, la confusion. Sur d'autres, effectivement, sur d'autres BP, on a une épreuve technique, point barre, sur la 4, et on a une épreuve pédagogique sur la 3. Du coup, c'est clair et net. Nous, on a 2 épreuves pédagogiques. En tout cas, en Bretagne, c'est perçu comme une étape à l'UC4, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, c'est un premier niveau pédagogique d'encadrement et qui correspond quelque part à la réalité. Parce que chronologiquement, il n'arrive pas en dernier comme peut arriver l'UC4. Donc déjà, il prépare le candidat à un certain niveau de compétence d'encadrement, à une mise à l'étrier, entre guillemets, progressive dans son lieu d'alternance. Et il est certifié
je vais dire, aux 2 tiers de la formation, quand l'UC4 est certifié à la fin. Donc, on ne peut pas tout certifier non plus en même temps. Et parallèlement, l'autre solution, c'est aussi, comme dans d'autres BP, de mettre la 3 avec la 4. Il y a des BP où c'est certification en structure UC3/4. Parce qu'il y a de la PEDA et il y a de la technique en même temps. Et ça peut s'entendre que sur une même prestation, on puisse évaluer et de la technique et de la PEDA. Mais ce n'est pas ce qui est fait sur le BPAF, quoi. Donc, en conséquence de tout ça, en tout cas sur la Bretagne et la Normandie, c'est comme ça qu'est perçue la dissociation entre les deux niveaux, l'UC3 étant un intermédiaire. Et quand tu parlais de sécurité, il y a toujours dans tout, il y a des niveaux, en fait, dans tout, dans ce que tu disais, les connaissances, je suis entièrement d'accord avec toi sur les connaissances physio, etc. Sauf qu'on ne peut pas demander aux 2 tiers de la formation à un gamin de tout savoir faire, à tout savoir. Donc, la sécurité en UC3, c'est un premier niveau de sécurité. C'est-à-dire que c'est la sécurité environnementale, c'est la sécurité, l'intégrité physique, on va dire. Donc, ils ne proposent pas des mouvements complexes. Sur du renfort, par exemple, ils vont être sur un mouvement simple, mono-articulaire ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, tout va avec, en fait. C'est une question de progression. Mais alors après, ça va fortement dépendre du niveau des candidats et des structures dans lesquelles ils encadrent. Parce que par exemple, quelqu'un qui est dans une box de CrossFit et qui a un groupe plutôt compétitif, il ne va pas pouvoir s'attarder à des mouvements d'isolation, des choses comme ça. Il va être d'emblée sur du geste technique, du geste global, de l'arraché, du squat nuque. Donc, c'est pour ça que c'est très... je trouve que c'est bizarrement monté, cette distinction UC3, UC4. Et alors après, moi, ce qui m'inquiète quand même, enfin ce qui m'inquiète, quand on nous met conduire, concevoir, évaluer, quand on parle de conception, là aussi, où est-ce qu'on met le critère d'exigence? Parce que concevoir, ça veut dire qu'à chaque fois, on est quand même capable de justifier ses choix, justifier des séances sur la puissance. Ouais, ça commence à rentrer dans des choses qui sont quand même un peu coquines sur les aspects physio, sur les aspects techniques et méthodes d'entraînement. Et là aussi, c'est où on met le curseur. Moi, j'ai énormément de mal à jauger ça, pour le coup. Donc, du coup, on est en train de dire qu'il faudrait changer de diplôme. Pas le changer, mais il y a des choses. Soit effectivement, entre 3 et 4, il y a des doublons. Donc, il y a des doublons sur 3 et 4. Il y a des stratégies clairement à faire. Moi, je sais que les candidats, ils ont tout intérêt, ceux qui sont en double option, à passer le support cours collectif en UC3. Le dossier est relativement moins lourd, et puis tant qu'à faire, à se faire interroger en corée dansée. Puisque de toute manière, après en UC4A, ils font renfo et stretch. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accès. Les 3/4 des candidats dans leur salle, quand il y a du corée dansé, c'est du niveau débutant ou intermédiaire. Donc, en gros, ils échappent un petit peu à l'encadrement du cours expert. Et puis ensuite, les items, alors pour le coup, de l'UC4B que je trouve vraiment, vraiment intéressant, quand ils les ont tous balayés, ils sont largement capables de faire une séance en one-shot, alors que constituer un cycle avec une dynamique de progression, c'est quand même pas la même. Donc, il y a plein de stratégies qui peuvent se mettre en place. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais il y a quand même des doublons qui sont un peu surprenants. Et puis après, clairement, qui sont lourds à gérer sur un plan administratif, sur un plan des certifs. Et puis, voilà, nous, c'est trouver des évaluateurs. Ça, c'est la complexité aussi. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir où on en est, parce qu'il y a plein de diplômes qui changent. Là, ils modifient notamment le BPA l'an dernier, le rugby aussi, où ils modifient un petit peu les épreuves de certif et ils modifient les compétences. Peut-être que ce serait le moment d'essayer de voir s'il y a possibilité de modifier certaines choses. Là, pour la haine, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Là. Il y a 2 mois sur justement l'introduction de l'aquagym. Après, sur. Je pense mais là, le rugby vient de sortir, ils sont en plein dedans, donc je ne sais pas où en est la F. Il n'y a rien pour l'instant sur la F1. Non, j'ai pas vent d'évolution pour l'instant. Ah oui. Je pense qu'on ne répondra pas à la question, Il Nicolas. parle plus d'OI, il parle de compétences C1, C2 et bon, après, ça pourrait être le moment de modifier un peu le texte, mais je ne sais pas. Écoutez, je ne pense pas qu'on répondra aujourd'hui à la question du curseur et des exigences sur les différentes épreuves de certif, mais juste pour témoigner de comment ça se passe en Ile-de-France. Donc nous, la distinction que j'y vois moi, entre l'UC3 et l'UC4, c'est aussi que l'UC3, c'est une séance recontextualisée dans un cycle, effectivement. Donc il y a quand même
un dossier qui présente la prise en charge d'un pratiquant sur l'option B et qui présente une progressivité entre les séances sur l'option A. Donc, alors que sur l'UC4, on est sur l'évaluation d'une séance pure et dure, quoi. Mais après, on a les doublons parce qu'on évalue la technique, la pédagogie, l'animation, la communication, quoi. Ces 4 items-là, de la même manière pour moi, sur l'UC3 et l'UC4 aussi. Mon point de vue et mon opinion, c'est que la certif que je trouve la plus intéressante, c'est quand même l'UC3. Parce que se déplacer dans la structure d'alternance où le stagiaire, on voit ou on ne voit pas, s'il connaît ses publics, s'il a l'habitude, s'il connaît l'environnement, c'est quand même pour moi la plus pertinente. Parce que tout le reste, ça reste des simulations, ça reste factice, hein. Et après, on fonctionne comme toi, Nicolas, sur l'option B, c'est-à-dire on a créé des sujets tirés au sort, hein. Les stagiaires ont 36 sujets répartis sur les 6 familles d'activités, donc 6 x 6, il y a 6 sujets par famille. Et ils tirent au sort un sujet à préparer et à proposer pendant 20 minutes sur la musculation. Pareil sur l'haltérophilie, on a 10 sujets, je pourrais te les envoyer si ça t'intéresse. Ça m'intéresserait d'avoir les vôtres aussi, parce que je pense qu'il y aura des disparités. Non, mais ça, sur un groupe de travail, ce serait intéressant de mutualiser un peu tout ça. Parce que pour ça permettrait d'avoir un peu, alors peut-être pas l'harmonie parfaite entre tous les OF, mais ça limiterait déjà. Moi, je veux bien balancer sur une adresse mail là, tous les sujets sur lesquels on avait travaillé avec mes équipes de formateurs. On les revoit régulièrement, mais on a une liste là de 36 sujets qui nous paraissent balayer un champ des compétences à posséder sur ce diplôme-là. Si je peux amener une petite observation, Rhône-Alpes avait travaillé, j'avais récupéré aussi les sujets. Et nous, notre groupe de travail en région 100 intègre les responsables pédagogiques des OF. Par contre, là, moi où j'étais un peu plus réservée, c'est qu'avec le collègue CTS d'haltérophilie, il disait, les OF, vous prenez tous les sujets, comme ça, vous les travaillez. Donc, il n'y a pas de surprise pour eux, sauf la surprise le jour du tirage au sort, parce qu'ils ne connaissent pas la thématique. Mais tous les sujets, les stagiaires les ont. Donc, ce n'est pas vraiment type examen où on découvre un sujet. C'est des thématiques. Mais on les travaille, on a... Moi, ça ne me choquait pas du tout. Comment ? Ça me choquait pas du tout qu'ils aient les sujets avant et qu'ils les travaillent, parce que c'est des sujets qui sont tellement représentatifs des attentes des adhérents. Des gens qui veulent prendre un peu de masse, en gros, le cliché du mec qui veut prendre un peu de pec et un peu de biceps, et la nana qui veut un cul galvé, c'est tellement cliché qu'à un moment donné… Dans les cours co, les nouveaux sujets que j'ai apportés sont un peu plus différents. Il serait bien utile pour le milieu associatif. Mais bon, on ne les a pas encore testés. Ouais. Après, les sujets notamment sur la réathlée, ça permettait aussi d'orienter un peu le candidat pour pas qu'il aille dans tous les sens, parce que la réathlée, c'est quand même… Alors, on peut les donner, hein, justement, ça peut alimenter un groupe de travail, pas de problème. Je ne sais pas, moi, qui les envoyer, c'est moi qui les… Si vous voulez, vous les envoyez sur l'adresse du RNSPF et puis je les rebascule à tous ceux qui ont participé. D'accord. Alors, Nicolas, pour reprendre, on mettait des thématiques avec un niveau de pratiquant, débutant, intermédiaire, avancé. Moi, j'ai retiré ça parce que selon le public dont dispose l'OF, il faut que ça corresponde. Donc, c'est à l'OF au dernier moment de dire j'ai un public de mixte, confirmé débutant, il le rajoute sur le sujet. Ce n'est pas convenu à l'avance. Et à la dernière réunion avec Luc Marchal, on était très peu nombreux, c'est un jour de neige à Paris, il avait été dit que le public de l'UC4 ne devait pas être les stagiaires de la promo. Peut-être des stagiaires de l'OF, mais il fallait éviter le entre-soi. Alors, je ne sais pas comment vous pratiquez, vous. C'est toujours intéressant de le savoir. C'est plus facilitant pour les OF, mais qu'est-ce qu'on décide de ça, quoi? Il y a Rémi Moi, je veux bien, oui, parce que je n'avais pas terminé de présenter aussi l'organisation de nos certifs, mais ça c'est très bien, comme ça me permettra de rebondir là-dessus. Nous, ils connaissent les sujets aussi, on les travaille, etc. Par contre, ils ont le droit à un stylo et une feuille le jour J pendant leurs 40 minutes de préparation. Nous aussi. Mais j'ai une réflexion, mais je n'ai pas tranché, qui serait de me dire, ils ne connaissent plus les sujets à l'avance. Mais par contre, ils ont le droit à ce qu'ils veulent, leur téléphone, leur cours. Ils ont 40 minutes pareil pour préparer la séance, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas uniquement le contenu de ce qu'ils proposent, c'est comment ils l'animent, comment ils adaptent, comment ils corrigent. Et leur rôle de coach, on est souvent sur les contenus, nous, les formateurs, on est souvent sur la connaissance et la maîtrise des contenus. Et en fait, on néglige, je trouve aussi, parfois la posture du coach, sa communication, son animation. Donc,
Bon, c'est juste une réflexion comme ça. En tout cas, on fonctionne comme vous avec des sujets tirés au sort sur l'UC4, sur l'UC4B. 4B. Sur l'UC4A, on ne fonctionne pas comme vous. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on a comme consigne de la direction de la DRAGES de ne pas utiliser comme public support des stagiaires de la formation professionnelle. Donc ça veut dire ni les stagiaires de leur promo, ni les stagiaires de la promo APT ou AN qui est à côté, quoi. Donc, en fait, l'astuce, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est contraignant de faire venir des publics extérieurs, l'astuce que l'on utilise depuis des années, que dans la DRAGES c'est au courant, hein, Olivier m'écoute, mais c'est qu'on organise nos tests de sélection de l'année N+1 une semaine avant les épreuves de certification, et que tous les candidats qui sont admis, on les fait venir comme public support. Ils ne sont pas encore stagiaires, puisqu'ils seront stagiaires qu'en septembre, quand ils signeront leur contrat, mais on les fait venir comme public support. Et donc, en fait, il n'y a pas, nous, niveau débutant, confirmé, intermédiaire. En fait, les stagiaires savent que leur public support, ce seront les futurs apprenants. Et ce qu'on leur demande, encore une fois, c'est… moi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a souvent une hétérogénéité dans leur pratique du fitness à ces publics de nouveaux apprenants. Certains qui sont très forts dans le fitness et d'autres qui débutent vraiment. Je ne vais pas revenir sur les problématiques de niveau d'entrée des candidats. Et on leur demande d'adapter, encore une fois, leur trame de cours au public qui sont réellement présents le jour J et qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça nous permet de voir comment ils s'adaptent, comment ils sont capables de donner des options qui vont simplifier ou complexifier un mouvement en renforcement musculaire, par exemple, pour tel ou tel adhérent. Donc, on ne fonctionne pas par tirage au sort pour l'option A, mais je ne dis pas que c'est mieux. En fait, c'est vrai que c'est… Autre chose. On ne peut pas avoir la… C'est impossible d'avoir 3 publics d'un niveau différent. Oui, non. Dans la même idée, vous utilisez le public des TEP. J'ai glané cette idée dans le groupe AAN. J'ai trouvé l'idée intéressante. Ils bloquent une piscine, ils font une porte ouverte en communiquant, ça peut être un projet. Et donc, les gens viennent chercher des activités. Toute la journée, il y a des activités. C'est dans les activités aquagymniques. Et ça permet de servir de public aux stagiaires pour la certification. Donc, une porte ouverte, une journée consacrée à des différents créneaux d'activité, et puis c'est le public de la certification. Parce que c'est pareil, sur l'UC4 AAN, c'est un one-shot sur une séance technique. Donc, j'ai trouvé l'idée pas mal, mais bon, il faut l'organiser. On la livre. En termes de responsabilité, assurance et tout ça, c'est un petit peu limite, non? Ben, y a matière à monter un projet pour des stagiaires. C'est ça. Avec des gens dont on n'a pas le certificat médical, dont on ne connaît pas les pathologies. Ouais. C'est moyen quand même, je trouve. C'est peut-être des publics on a tout, ou des publics, je sais pas. Nous, on a tout puisque c'est les futurs apprenants qui se sont inscrits avec un certificat médical et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça fait partie de leur positionnement, quoi. On leur vend comme ça, c'est-à-dire votre positionnement, c'est de venir aux épreuves de certification, etc. Parce que vous êtes en France, ils sont sur place, tandis que dans nos régions, ils viennent de loin. Hein. Ils vont pas non, c'est pas le public des TEP, c'est le public que l'on a, qui ont passé nos tests de sélection et que l'on a admis en formation pour l'année suivante. Et on leur dit, votre positionnement débute par ça. Du coup, c'est quoi la différence par rapport à d'autres stagiaires d'une autre classe? C'est quoi la différence? Ils ne sont pas encore stagiaires, ils seront stagiaires. C'est histoire de mots, mais en fait… c'est les mêmes gens. C'est des gens qui… Non, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'ils n'ont quand même pas le même niveau qu'un stagiaire qui termine son année de formation. Et en plus, ils se connaissent et ainsi de suite. Alors que là, ils ne les connaissent pas. Ils ne les ont jamais vus. Donc, il n'y a pas la proximité qui fait que ça va un peu biaiser l'épreuve de certification. Donc, en fait, ils les encadrent comme s'ils encadraient un public de personnes lambda qu'ils ne connaissent pas. Ouais, mais si tu es encadré avec un autre groupe qui ne connaissent pas, nous on a des promos. Il faut les faire venir. Des POEC, des AN qui ne voient jamais les AF. Mais oui, mais les AN, ils ne mettent pas un pied devant l'autre sur un cours chorégraphié ou sur. Donc, pour moi, c'est pas pertinent. Avec des démonstrations. Pour de l'aquagym, d'accord. Non, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est juste de dire c'est un public qui connaisse l'activité avec une hétérogénéité au sein de ce public et que les stagiaires ne connaissent pas. Et on respecte ce que vous aviez évoqué au groupe de travail, c'est-à-dire que ce ne sont pas des stagiaires encore de la formation professionnelle. Après, je ne dis pas que c'est la solution idoine, mais c'est une solution, c'est leur positionnement. Ça présente l'intérêt pédagogique
de montrer tout de suite à des promotions qui vont intégrer 2 mois plus tard quelles sont les exigences que l'on a en fin d'année avec ce diplôme. Donc, pédagogiquement, ce n'est pas inintéressant non plus en termes de positionnement. Et c'est toujours des retours positifs d'ailleurs des stagiaires de nous dire OK, cool, on a vu les épreuves de fin d'année et vos exigences avant même de débuter notre formation. Il faut coïncider les calendriers aussi. C'est ça. Voilà, Le la début difficulté, avec c'est de la coïncider fin le calendrier. Ouais, Nous, on fait voilà. nos tests C'est là intéressant. fin mai, début juin. Nos tests de sélection, annonce des résultats le vendredi. La semaine suivante, ils sont en positionnement, ils sont public support des épreuves de certification de nos stagiaires. Alors, vous ne faites pas le positionnement en début de formation. On le fait à l'issue des tests, mais Voilà. ce n'est pas en début de formation. On le fait Voilà, 2 mois donc avant. on se rend compte, dans les textes, c'est quand même clairement dit. Moi, j'avais interrogé la direction des sports parce que pour beaucoup d'OF, ce n'était pas logique de faire le positionnement en tout début de formation pour mobiliser des financements. Mais on se rend compte que les seuls réfractaires, c'est le CREPS, et moi, je ne vais jamais en contradiction avec ce que fait le CREPS. Mais on impose aux autres OF, c'est les textes. Ça a été réaffirmé dans des textes de 2018. Ça nous met en difficulté, ça, que le positionnement devait être fait en tout début de formation. Oui, c'est mis dans les textes. C'est effectivement encore une incohérence parce que si on veut diriger le stagiaire vers une structure qui corresponde à ce que l'on attend d'une structure d'alternance, il faut bien lui laisser le temps de la trouver. Donc, il faut bien évoquer ça au positionnement. Aujourd'hui, on fait des entretiens transition pro. Vous êtes en plein dedans, j'imagine aussi les collègues des CREPS. Donc, un candidat qui veut mobiliser un financement par le biais de transition pro dans le cadre de sa reconversion professionnelle, et on a quand même évoqué tout à l'heure que c'était le cœur de cible de nos stagiaires AF, on est obligé de faire un entretien de positionnement pour remplir son dossier. Et là, donc, les heures à l'avance. On ne va pas lui dire au candidat de le faire au dernier moment. Moi, je travaille à la Dragès sur l'habilitation. En Bretagne, là, vous faites des formations pour 2 UC, UC3, UC4. Nous, on habilite que des organismes de formation qui proposent une formation complète sur les 4 UC, même s'il y a des parcours partiels pour éviter. Et donc, ça, c'est possible. En fait, c'est par ailleurs, il y a un AF complet. Donc, en fait, il y a une habilitation totale pour l'OF, en l'occurrence le CREPS, le campus de Dinard. Et du coup, par voie de conséquence, il y a aussi, on va dire, une partie des gens qui font que l'UC3. Oui, c'est les parcours partiels. C'est ça. Est-ce que là, on va devoir bientôt clore ces échanges? Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Bon, il y a un sujet qui m'intéresse, mais c'est difficile à aborder là, c'est la construction de l'alternance. Ce qu'on appelle dans les dossiers les liens de pertinence, comment on construit la progressivité et est-ce qu'on s'accorde OF tuteur pour caler comme ça des grandes thématiques qui jalonnent le parcours, où tout le monde s'y retrouve et qu'on bosse un peu dans la même direction. Je donnerai un objectif, mettons, de formation qui serait en début, identifier les caractéristiques de la structure qui communique et on fait participer le stagiaire à de la communication. Vous voyez ce lien des 2 lieux de formation. Je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être travaillé. Je me retourne vers Marion, on pourrait peut-être programmer. C'est Marion est la spécialiste de ça aussi. C'est quelque chose auquel elle tient. Donc, Et puis aussi, est-ce que chez vous, les gens se forment au MOOC? Nous, on monte des formations à l'évaluation, mais sur les compétences métiers UC3, UC4. Le passage obligé, ce serait de passer par le MOOC. On a du mal à rassembler les évaluateurs, mais on tient bon. Est-ce que vous avez des expériences sur la formation des évaluateurs? Voilà, c'est un sujet aussi, mais bon, peut-être pas maintenant. Ce qui serait peut-être bien, Fred, c'est qu'on essaye d'avoir des réponses un peu de l'ADS par rapport à une personne qui serait référente et la possibilité ou non de monter un groupe de travail sur le BPAF. Et du coup, de refixer une date où on pourrait justement commencer à bosser ensemble sur l'alternance et formaliser un petit peu ce qu'on a mis ici. Enfin, voilà, une fois qu'ils sont d'accord pour qu'on retravaille, qu'on fasse ça, non? Oui. Okay. Et puis, comme tous les diplômes changent, c'est France Compétences, chaque diplôme a une durée de vie. Après,
qu'il y ait des gens au rendez-vous de la construction du BPAF pour tous les sujets évoqués, et aussi la place du positionnement hein, pour qu'il y ait de la cohérence dans les parcours. Bon, je serai plus là, je serai à la retraite, mais... Après, je pense, il me semble, le BPAF, il fait partie des 3 diplômes là, qui sont travaillés sur les blocs de compétences, si je ne me trompe pas, Fred, au ministère. Et donc, je pense que c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a peu eu de modifications, parce que comme d'un côté, ils travaillent sur les blocs de compétences, il y aura sûrement une conséquence sur les évals et que c'est un peu tout lié si pour l'instant, ça ne bouge pas dans votre secteur, quoi. D'accord. C'est possible, oui. Je pense qu'il y a d'autres raisons, Marion, mais en tout cas, on fera remonter. On fait le point. Puis moi, je pense qu'on pourrait, Marion, programmer un jeudi du RNSPF sur l'alternance de manière globale, qui dépasse l'AF peut-être. Ça pourrait être intéressant. Oui, de faire une approche globale, mais après de répartir parce qu'il y a quand même énormément de spécificités selon les disciplines et de refaire des groupes de travail thématiques après un temps d'échange avec tout le monde, en fait, je pense. Ok. D'autres questions, d'autres remarques? Eh ben, merci à tous. À très bientôt. Merci. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou bientôt en vacances. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des zones déjà. Et bon courage pour les autres. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation de ce temps d'échange et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Messieurs, au revoir. Merci, au revoir.